comment ça, vous ne recherchez pas la beauté? Vous êtes architecte et vous ne recherchez pas la beauté? C'est là la grande contradiction du féminisme, c'est d'avoir échelonné ou étalonné le critère de réussite de la vie sur des critères qui sont purement masculins. Vous savez, moi j'ai un enfant handicapé. Cet enfant, j'ai eu le sentiment de le mettre 2 fois au monde finalement, de le faire naître 2 fois. Vous verrez, un jour, être conservateur, ce sera une fierté. Bienvenue sur Feméliste, là où les esprits libres prennent le pouvoir. Feméliste. Aujourd'hui, sur Feméliste, nous recevons Laurence Trochu, qui est députée européenne, diplômée d'une maîtrise de philosophie politique et mère de 6 enfants. Elle vient du parti Les Républicains, plutôt dans la mouvance de François Fillon. En 2018, elle prend la tête d'une organisation politique fondée au sein des Républicains qui s'appellera Sens commun et qu'elle rebaptisera Mouvement conservateur en 2020. En 2021, après l'investiture de Valérie Pécresse, elle quitte les Républicains et soutient Éric Zemmour. Puis en 2024, elle laisse Marion Maréchal lui succéder au sein du mouvement conservateur qui sera rebaptisé Identité-Liberté. Avec elle, nous avons eu envie de parler de la notion de conservatisme. C'est un terme important pour nous parce que notre prise de conscience sur l'idéologie transgenre nous a souvent amenés à réfléchir à cette notion qui a pourtant très mauvaise presse. Je me décris parfois moi-même comme féministe conservatrice, c'est-à-dire une féministe qui remet la révolution sexuelle en question, qui croit au mariage et qui se positionne à contre-courant du transgenrisme. Laurence Trochu a été une influence parmi d'autres femmes anglophones féministes et conservatrices comme Louise Perry ou Mary Harrington, qui a par exemple écrit Feminism Against Progress. Il s'agit donc d'un courant qui a refait surface. Laurence Trochu, bonjour et bienvenue, merci beaucoup d'être là. Nous vous recevons aujourd'hui principalement pour parler de la notion de conservatisme. Mais avant cela, nous aimerions faire un petit détour et parler un peu de votre parcours de vie, comprendre un peu qui vous êtes. Donc premièrement, de quel milieu venez-vous? Et puis est-ce que vous pouvez un peu nous raconter le décor de votre enfance? Alors, j'ai habité à la campagne dans un petit village de 600 habitants. Jusqu'à mes 18 ans, en fait, voilà, avec un père qui était secrétaire de mairie et une maman qui travaillait dans les assurances. Je suis fille unique, mes parents se sont mariés tardivement et voilà, désespéraient d'ailleurs d'avoir peut-être ne serait-ce qu'un seul enfant. Voilà, une enfance heureuse, voilà, dans une famille aimante, mais une enfance évidemment marquée aussi quand même par une forme de solitude liée à ma condition d'enfant unique. Enrichie cependant avec, voilà, par des cousinades et puis des belles amitiés nouées au collège et au lycée. Et puis le choix ensuite de faire des études de philosophie à Paris, en fait, voilà. Et puis le choix de l'enseignement pendant les années qui ont suivi, avant d'être épouse et mère et d'avoir la chance, à l'époque, hein, c'était quand même il y a 25 ans, avoir la chance de pouvoir faire le choix d'être mère au foyer pendant quelques années, à un moment où la politique familiale française était justement incitative et donc avantageuse pour les mères qui faisaient voilà, qui faisaient ce choix de s'occuper de leur enfant. Et alors, moi je trouve ça quand même incroyable donc, d'avoir réussi à avoir tout un parcours universitaire tout en ayant des enfants. Comment est-ce que vous avez conjugué ça? Quelles ont été les difficultés? Quelles ont été les joies? Comment est-ce qu'on fait? Alors, c'est ce que j'ai trouvé difficile en étant mère au foyer, c'est que d'abord on est multitâche, on est accaparé par plein de choses à gérer dans le quotidien. Donc, je rappelle, hein, j'ai 6 enfants. L'aîné a aujourd'hui 25 ans et le dernier va avoir 12 ans. Et en fait, on a assez peu de temps pour soi, c'est vrai. Et en tout cas, assez peu de temps et de bande passante pour travailler une matière intellectuelle comme l'est la philosophie. Et après la naissance de notre 3e enfant, j'avais vraiment les neurones mais grillés et en tout cas pas du tout la volonté de me dire allez, ils vont dormir là pendant 1 heure, c'est la sieste, je vais prendre un bouquin et pendant 1 heure je vais travailler. Donc en fait je me suis tout simplement réinscrite à l'université
pour me donner un cadre permettant voilà, de faire un travail un peu plus consistant. Et l'idée n'était pas tellement d'avoir un diplôme, l'idée était d'avoir un cadre pour me remettre à travailler et voilà, tout simplement parce qu'il y avait une passion quand même que je ne pouvais plus satisfaire et qui me manquait parce que voilà, donc je suis retournée à l'université pour travailler en philosophie politique. Et c'est vrai que j'avais 30 ans, donc j'étais avec des étudiants donc en Master 1 qui me regardaient bizarrement, le professeur assez peu confiant, j'imagine, sur l'aboutissement de ma démarche. Et puis, en fait, j'ai travaillé en philosophie politique donc sur Tocqueville, sur ce lien entre la démocratie et les dangers qu'elle contient en elle-même et qui peuvent mener, en fait, tout simplement à sa perte. Et je trouve que dans le contexte politique d'aujourd'hui, Tocqueville a été vraiment visionnaire, de dire finalement, moins les citoyens vont s'engager, plus le pouvoir va être fort, et moins le peuple, finalement, va être représenté. Et je trouve que c'est d'une très grande actualité. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu sur cette question ? Oui, parce que, en fait, Tocqueville dit, on a en France particulièrement, alors lui, il est allé aux États-Unis pour regarder la naissance du principe démocratique aux États-Unis. Et puis, donc, c'est pour ça que son livre s'appelle « De la démocratie en Amérique ». Et puis, il dresse un tableau et il essaie de voir comment les Français, en fait, vont organiser cette nouvelle vie politique. Et il dit finalement, il y a deux grands principes qui sont au cœur même de la démocratie, c'est la liberté et l'égalité. Et le problème, c'est que quand en fait l'égalité devient une obsession, elle peut tuer la liberté au motif que finalement les hommes vont se dresser les uns contre les autres, vont entrer en concurrence les uns avec les autres. Si mon voisin a cela, puisque nous sommes égaux, j'ai les mêmes droits que lui. Et en fait, ça va faire que chacun va se recentrer sur ses propres intérêts. Donc ça va aboutir à ce qu'il va appeler une forme d'égoïsme, en fait, où chacun ne va plus se préoccuper que de son propre bien-être. Ça va s'accompagner d'ailleurs d'une forme de matérialisme. Et Tocqueville nous dit, si chacun ne s'occupe plus que de lui-même, le bien commun ne va plus du tout être pris en compte et donc la liberté va être menacée. Et il disait, il y a des remèdes à mettre en place qui sont au nombre de 3. Les associations civiles, les associations politiques et le fait religieux. Il ne faisait pas là référence à une religion en particulier. Alors pourquoi ces 3 remèdes ? Le fait religieux, tout simplement parce que ça nous ouvre à quelque chose qui n'est pas que matériel. Ça nous ouvre à la question de la transcendance et donc ça permet de ne pas être centré uniquement sur des désirs de satisfaction, de plaisir matériel ou de possession matérielle. Le principe des associations, parce que dès lors qu'on travaille avec d'autres autour d'un objet commun, eh bien, on se décentre de soi-même. On n'est pas uniquement dans la recherche de son propre bien. Et puis les associations politiques, parce que en fait, ça oblige finalement à se préoccuper aussi de ce que nous pouvons avoir en partage. Et il disait souvent, on y vient parce qu'il appelait l'intérêt bien entendu, c'est-à-dire que, imaginez, vous avez au fond de votre jardin un chemin qui dessert votre propre jardin, mais qui peut en desservir d'autres. Eh bien, vous allez vous intéresser au devenir de ce chemin pour vous-même, parce que vous avez votre intérêt, mais ce faisant, vous allez découvrir que finalement, vous pouvez aussi vous intéresser à la vie de vos voisins et donc plus largement de votre village, de votre pays, etc. Vous voyez, il montre comment il faut renouer avec cet engagement politique et il dit que si de fait on abandonne toutes les décisions qui concernent le bien commun à un pouvoir à qui on délègue tout, sans plus s'en occuper, et bien en fait ce pouvoir va pouvoir nous asservir aussi, c'est-à-dire prendre des décisions d'autant plus fortes qu'on se sera désintéressé des messages qu'on voulait porter dans le débat.
Un peu plus tôt, vous avez opposé liberté et égalité, enfin opposé en tous les cas, mis en avant une forme d'antagonisme entre les deux. Est-ce que vous pensez que cet antagonisme-là, cette opposition-là, est au cœur aujourd'hui de ce qui différencie la gauche de la droite? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous donner d'autres caractéristiques qui différencient profondément au sens philosophique et voilà, conceptuel la gauche de la droite? Oui, je pense que de fait, on voit l'obsession de la gauche aujourd'hui, qui a une issue dramatique. Je vais vous donner un exemple sur l'école. Bien évidemment que le droit à l'instruction, il est pour tous. Simplement, au motif que il y a moi, ce que j'appelle des petits verts et des grands verts, c'est-à-dire des personnes avec des grandes capacités scolaires et d'autres avec des capacités scolaires moindres, eh bien, pour ne pas qu'il y ait de différence entre certains élèves et d'autres, eh bien, on nivelle par le bas. Et ce faisant, il n'y a plus d'élitisme possible parce que l'élitisme, qui n'est rien d'autre que de la méritocratie aussi, hein, est considéré par la gauche comme une inégalité qu'il ne faut pas permettre, voyez. Alors que moi, j'ai toujours considéré, et ça on le voit à l'échelle d'une famille où évidemment les profils de nos enfants peuvent être très différents, moi j'ai toujours dit à mes enfants, le plus important, c'est pas d'avoir un petit verre ou d'avoir un grand verre, c'est que le verre soit bien rempli. C'est que tu aies donné le meilleur de toi-même, que tu sois allé au bout de tes capacités, sans d'ailleurs te comparer avec ton frère ou ta sœur. Mais la voie de l'excellence, elle est pour tous. C'est là que moi je trouve une vraie égalité, c'est d'offrir aux enfants cette capacité de remplir leur verre au maximum. Et donc, bah oui, ça veut dire que il peut y avoir certaines classes avec des grands verres, d'autres avec des petits verres. Et en fait, c'est pas ça le problème, vous voyez. Et la tendance de la gauche, ça a toujours été pas de tête qui dépasse, la même chose pour tous, et une forme finalement d'indifférenciation où de fait on ne laisse même pas s'exprimer les talents des uns et les talents des autres, et tout ça avec des bons sentiments, hein, encore une fois. Là où de fait la droite va insister sur plus de liberté, liberté pédagogique, liberté scolaire, liberté de recrutement des professeurs, vous voyez, liberté de projet aussi d'établissement, parce que finalement on voit bien que voilà, il faut que chaque enfant trouve la voie qui est la sienne, et parfois ça passe par des méthodes d'enseignement qui peuvent être différentes. C'est pour ça que moi je suis très favorable évidemment à redonner à l'école publique justement cette aspiration à l'excellence, mais aussi je suis favorable à laisser se développer des écoles sous contrat ou hors contrat qui vont avoir d'autres manières de faire et qui vont correspondre à d'autres élèves. Et je pense que là, la liberté scolaire est sans doute un des marqueurs les plus forts entre la gauche et la droite, et cela depuis toujours. Et fondamentalement, en dehors de cette question-là, pour vous, qu'est-ce qui différencie la gauche de la droite? Moi, je crois que c'est le sens du réel. C'est la gauche, en fait, et on le voit ces derniers temps avec tous les sujets liés à la différence sexuelle. La gauche, en fait, va jusqu'à nier la réalité. C'est le monde de l'utopie, c'est le monde d'une forme d'idéal, mais aussi d'idéologie. Là où la droite est attachée à ce qui est, sans prétendre que c'est parfait, mais en tout cas cherche voilà, à conserver ce qui a de la valeur, à réformer ce qui doit l'être, mais pas à tout mettre par terre, parce que ça c'est une autre caractéristique de la gauche et du progressisme en général, quel que soit le bord politique, hein, c'est la table rase, c'est faire comme si on était une terre vierge, sans histoire, sans frontières, sans culture, sans repères. Voyez, et je crois que la droite, dans sa dimension conservatrice, elle cherche à préserver ce qui donne des repères, ce qui donne un cadre, ce qui, en fait, se conçoit comme une limite qui protège et pas comme une limite qui enferme.
Justement, vous avez été à la tête du mouvement conservateur, vous êtes spécialiste du conservatisme. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer qu'est-ce que c'est pour Oui. quelqu'un qui n'a aucune idée? Oui, alors il faut que je vous explique comment m'est venue l'idée, en fait. C'était 2017, donc c'était Emmanuel Macron qui nous disait moi, je ne suis ni de gauche ni de droite, ou bien je suis les deux à la fois. Voilà. Et mon adversaire politique, ce sont les populistes. Et lui se définissait comme progressiste. Et je me suis dit, en entendant ça, parce qu'il le répétait beaucoup, beaucoup au début de son premier quinquennat, je me disais, mais en fait, il mélange des choux et des carottes là. Être progressiste, c'est quoi? C'est considérer que demain, ce sera forcément mieux qu'aujourd'hui ou hier. Ok, c'est une manière de voir le monde. Être populiste, c'est une manière de s'adresser au peuple, c'est une manière on pourrait presque dire d'entourlouper le peuple, ou en tout cas de s'en servir, mais ça ne dit rien d'un positionnement politique, voyez. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, en fait, il pourrait y avoir des populismes de droite, il pourrait y avoir des populismes de gauche et même du centre. C'est une manière de gouverner, le populisme. Ce n'est rien que ça, c'est de l'ordre de l'outil. Alors que le progressisme, c'est une vision du monde. Et là, j'ai commencé à chercher quelle pourrait être, en fait, l'alternative au progressisme. En regardant le logiciel que Emmanuel Macron était en train d'essayer de mettre en place, je me disais, en fait, il faudrait prendre le contre-pied de cela. C'est-à-dire quand il nous dit qu'il n'y a pas de culture française, bon, voilà, c'est une manière de voir les choses. Quand il nous dit que finalement, l'étape de l'époque des frontières est révolue, il est dans une vision post-nationale, où finalement l'échelle de la nation ne compte plus. Quand il nous dit qu'un père, ça peut être une grand-mère, souvenez-vous, il est dans une vision transhumaniste, c'est-à-dire qu'il repousse toutes les limites qui constituent malgré tout des repères pour la société. Et en essayant de comprendre son logiciel, je me suis dit, l'inverse du progressisme, c'est le conservatisme, alors qui ne correspond pas à une tradition française politique. Donc, j'ai commencé à regarder ce qui se passait ailleurs, et c'est comme ça que j'ai fait la rencontre, dans le livre d'abord, puis dans la vie ensuite, de Roger Scruton, donc philosophe contemporain britannique, dont un des livres d'ailleurs que je vous recommande, De l'urgence d'être conservateur, explique bien que le conservatisme, en fait, ce n'est pas une théorie politique, c'est un état d'esprit. Et je me suis dit, ça me plaît bien, un état d'esprit. Ça veut dire qu'en fait, c'est d'abord un regard qu'on porte sur la société. Et c'est ça que j'ai creusé, effectivement. Donc j'étais à l'époque, en 2018, présidente de Sens Commun. Et c'est quelques années plus tard que j'ai proposé que Sens Commun change de nom. Non pas parce que le nom ne nous plaisait plus, mais parce que je sentais qu'avec Emmanuel Macron, qui nous disait précisément qu'il n'y avait plus de droite, qu'il n'y avait plus de gauche, il fallait qu'on ait un nom qui dise un positionnement politique qui était clairement en opposition à Emmanuel Macron, alors même que la droite républicaine peinait à savoir finalement ce qui la différenciait d'Emmanuel Macron. Et moi, j'en étais arrivée à la conclusion que parce qu'elle n'avait pas pris le temps de comprendre quel était le logiciel d'Emmanuel Macron, finalement, elle n'avait avec lui que des différences, je dirais, de degrés. Là où moi, je voyais une vraie différence de nature, tout simplement parce que nous n'avions pas le même état d'esprit et que nous n'avions pas le même regard sur la société. Et alors, l'état d'esprit conservateur, dans les faits, comment est-ce qu'on le pratique Alors, il y a une expression que je trouve très explicite. Roger Scruton dit c'est une politique de l'attachement. Il part du principe que c'est beaucoup plus facile de détruire que de construire ou que même de reconstruire. Et donc se pose la question, surtout quand on est dans des temps de crise, et souvenez-vous, on est quand même passé 2020, crise sanitaire, crise géopolitique évidemment depuis, crise économique aussi, et ça les Français le savent bien. Quand on est dans une période où les choses sont mouvantes, où on sent que du jour au lendemain, on peut perdre tout ce qui donnait de la valeur à notre existence, eh bien, on se pose la question finalement, à quoi suis-je attaché? Qu'est-ce qui compte pour moi?
Et le conservateur, vous voyez, souvent on veut le caricaturer en disant oui, c'est la boîte de conserve, il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui rentre. Alors qu'en fait, le conservatisme, c'est vraiment faire ce travail de qu'est-ce qui a de la valeur, qu'est-ce qui peut être amélioré. Et c'est pour ça que quand on a commencé à travailler là-dessus, pour répondre à l'objection qui disait en fait vous êtes des nostalgiques, vous êtes des passéistes, on a défini 5 verbes qui sont des verbes d'action. Le premier, c'est recevoir. Voilà, on n'est pas de nulle part, hein, on est né à un moment donné, à un endroit donné, donc on vient au monde avec cet héritage. Aimer, je pense que c'est un verbe qui caractérise aussi les conservateurs, en opposition flagrante évidemment avec tous ceux qui vont déboulonner les statuts et mettre à mal finalement notre civilisation. Donc recevoir, aimer, améliorer, parce que de fait, on a une intelligence et je pense qu'on est encore capable de progrès, et c'est bien pour ça que je fais la différence entre progrès et progressisme. Et puis, je vous ai dit, il y en a 5. Alors attendez, recevoir, aimer, améliorer, transmettre, mais j'en ai oublié un. J'en ai oublié un, c'est terrible. Et ça reviendra peut-être à la fin de l'entretien. Transmettre, pourquoi? Parce que, en fait, on est là pour travailler pour nos enfants, nos petits-enfants, et plus largement les générations futures. Et de fait, c'est pour eux, 5e, je l'ai retrouvé, protéger. C'est pour eux qu'on protège, en fait, cet héritage que nous avons reçu et qu'on veut leur laisser intact. Et quand je dis héritage, c'est aussi bien héritage naturel que héritage culturel, ce qui forme finalement la civilisation. Pourquoi le terme conservateur est-il si mal vu aujourd'hui? Alors c'est très français. C'est très français, c'est lié à une période particulière qui est la contre-révolution. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on a cet héritage aussi hein, de notre histoire française. La contre-révolution qui, de fait, a voulu conserver ou revenir à un modèle antérieur. Et c'est en cela aussi que Tocqueville était intéressant, parce que lui, il avait compris que, voilà, il s'était passé quelque chose et que on ne pourrait pas effacer ce qui s'était passé, et qu'il s'agissait de comprendre comment la modernité qui était en train de s'installer avait malgré tout comme défi de conserver des éléments de l'ancien monde qui étaient des repères bien au-delà des régimes politiques, qui étaient tout simplement des repères de stabilité d'une société. Et les conservateurs de cette période-là, qui a été une période en plus douloureuse, effectivement ont mauvaise presse parce qu'ils étaient vus comme des ennemis du progrès, comme des ennemis de la liberté, comme des ennemis de l'égalité. Et donc dans l'histoire politique française, il n'y a pas eu de courant conservateur à proprement parler, parce que ce mot était entaché en fait de cette référence historique, ce qui n'est évidemment pas le cas dans d'autres pays. Alors c'était un peu comment dire, audacieux sans doute de vouloir se réapproprier ce mot. Mais alors à toutes les personnes qui me disaient non mais ça va pas, vraiment ça sent la naphtaline, ça fait référence à la boîte de conserve, c'est pas cohérent avec l'histoire de notre propre pays, etc. Je disais d'accord, très bien, trouve-moi un autre mot. Et personne n'en a trouvé d'autre. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on s'est dit on va pas perdre du temps sur des histoires de vocabulaire, alors que le travail politique nous attend, puisque moi j'étais engagée en politique et qu'il y avait cette continuité entre ma passion, on va dire, pour le travail philosophique et mon engagement politique qui était né aussi quelque temps avant. Voilà. Alors comment ça a été accueilli, ce terme, le mouvement des conservateurs, par les gens en général? Alors on a vu qu'il y avait très clairement, du côté des intellectuels français, des éditorialistes, même des journalistes, on a vu qu'il y avait une sorte de mots qui étaient rentrés dans le langage courant, sur les plateaux télé, à la radio. Ça passait vraiment bien sur le plan, on va dire, intellectuel. Voilà, là où encore en politique, ça restait compliqué. Et Roger Scruton m'avait dit, parce que j'ai eu vraiment cette joie de travailler avec lui pendant plusieurs années, il m'a dit « Laurence, en France, la porte d'entrée du conservatisme, c'est la nation, avec un grand N ».
Alors, voilà, je lui ai dit, OK, très bien, on va travailler. Et il me dit, bah oui, parce que la nation, c'est une histoire, c'est une géographie, c'est une culture. Et donc, il faut que vous travailliez absolument ces repères-là, ces données, ce réel, comme je le disais tout à l'heure. Parce qu'en France, souvent, les politiques qui flirtent avec le conservatisme le déclinent d'une manière assez particulière. Ils disent, bon, alors moi, je vais être libéral sur le plan économique, je vais être patriote sur le plan régalien et conservateur sur les sujets de société. Et en fait, en France, le conservatisme est réduit aux sujets de société. Donc, on entend par là le mariage pour tous, la PMA sans père, la GPA, le transgenrisme, etc. Bref, l'euthanasie maintenant, puisque le débat s'ouvre aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Mais vous voyez, on a vraiment cette vision étriquée du conservatisme. Et Roger Scruton m'a dit, il faut ouvrir les portes, il faut ouvrir les fenêtres et faire ce travail de qu'est-ce qu'on veut conserver pour notre nation française dans effectivement son histoire, sa culture, son patrimoine, son histoire politique bien évidemment, sa conception de l'homme, sa conception des rapports entre les hommes et les femmes, entre les adultes et les enfants. Enfin, il faut voir cet état d'esprit conservateur dans tout ce qui fait la vie des Français. Et alors, on était en 2020, au moment du confinement. Je me suis dit, ça va quand même être compliqué d'aller demander aux Français ce qu'ils en pensent, parce que de fait, il n'y a plus de réunions possibles, chacun est enfermé chez lui. Et on a eu l'idée de lancer une grande consultation sur Internet. On a demandé en fait aux Français de valider, donc avec des pouces levés, des pouces baissés, c'était un outil très simple, des grands principes dits conservateurs avec lesquels ils sont d'accord ou pas d'accord. Et puis après, dans un deuxième temps, la consultation était la traduction politique avec des mesures très concrètes qui permettraient de mettre en œuvre des principes généraux. Alors, je vous donne un exemple, celui de la définition géographique d'un pays. Un pays se définit par ses frontières. D'accord, pas d'accord. Les mesures politiques ensuite à décliner pour mettre en œuvre et en application ce principe, eh bien, c'est la politique migratoire, c'est la politique d'acquisition de la nationalité. Voilà, et donc on interrogeait de manière très concrète ensuite. Et puis on a pris beaucoup de temps parce qu'on a quand même eu plus de 200 000 contributions. On a pris du temps ensuite pour les analyser. On en a fait un petit livret qu'on a appelé le manifeste du conservatisme. Et puis là, j'ai pris mon bateau de pèlerin. En fait, je suis allée voir des politiques, plutôt de droite et du centre. Je suis allée voir des intellectuels, parce que j'estimais que d'une certaine manière, ils avaient contribué aussi à leur manière à débroussailler, on va dire, ce grand chantier du conservatisme. Et ça en était finalement une sorte de journal de bord, de traduction politique. Et on était quand même quelque temps, ensuite 2021, où, voilà, avant la présidentielle, ça commençait à se préparer. Et je me suis dit, en fait, nous, ça va être notre contribution à la campagne présidentielle de 2022. On va venir dire ce à quoi les conservateurs français sont attachés pour leur pays et les priorités, parce qu'évidemment, on n'avait pas pu retenir toutes les propositions qui avaient été émises. On avait retenu celles qui avaient recueilli le plus de voix. Et donc, c'était pour chaque thématique les priorités des conservateurs français. Moi, j'estime qu'avant de mettre en place un certain nombre de mesures politiques, avant de définir un programme, la première des questions à se poser quand on s'engage en politique, c'est quelle vision est-ce que j'ai de la nature humaine? Comment est-ce que je perçois l'homme avec un grand H? Quelle est la vôtre? Alors, l'homme avec un grand H, donc entendu hommes et femmes différents, hommes et femmes complémentaires, à même justement, et là on est dans le domaine de la famille, qui est un domaine pré-politique. Voilà, la famille, on dit souvent que la nation, c'est une famille de familles. Et c'est pas pour rien que tous ceux qui aujourd'hui détruisent la nation ont commencé par s'attaquer à la famille. Et mon engagement politique à moi, il est né de ce constat. Parce que j'avais fait des études de philosophie politique, je n'avais jamais imaginé un jour
passer de l'autre côté et devenir une femme politique. Et c'était 2013, la loi Taubira, ouvrant le mariage pour des personnes de même sexe. Et moi, j'attendais notre 6e enfant à ce moment-là. Et j'avais customisé le pyjama de naissance, vous voyez. J'avais écrit né d'un père et d'une mère. Et j'avais collé ça sur le pyjama pour la salle de naissance. Alors évidemment, le médecin, les sages-femmes, etc. avaient bien compris la référence. Mais après, je me suis dit, bah oui, ça paraît du bon sens de devoir dire ça et d'en être au point qu'il faille l'écrire aujourd'hui, parce que ce bon sens, finalement, est remis en cause. Et vous voyez, moi, il y a un livre vraiment que je n'ai pas découvert tout de suite d'ailleurs, mais qui m'a vraiment, vraiment frappée. C'est le livre du docteur Pierre Simon. Pierre Simon a écrit son livre « De la vie avant toute chose » en 1978. Et c'est un livre un peu autobiographique dans lequel il explique qu'il a choisi d'être médecin, plus particulièrement gynécologue, pour changer la société en changeant la nature en fait, de l'homme et de la femme, leur relation. Et il va dans son livre jusqu'à concevoir en fait que nous arriverons à la PMA sans père. Et on était en 1978. Et il explique comment il est allé en Chine se former aux méthodes de propagande communiste pour pouvoir transformer la société. Et il explique d'ailleurs que c'est justement en s'appuyant sur le viscéral, en jouant sur les sentiments, en expliquant que les lois qui sont à programmer seront des lois d'exception, eh bien qu'on va changer une société à partir de ce donné biologique en fait de la différence entre un homme et une femme. Et là, je me suis dit, ben, en fait, voilà, on est en 2013. Il a écrit son livre en 1978. Et ben, en fait, il a déroulé son plan. Et en fait, ben, on arrive presque trop tard. Alors, pas trop tard dans la contestation, mais on arrive tardivement dans la préparation des esprits à ce que ce soit politiquement décliné par des lois. Vous voyez, et moi, je me dis, bah, finalement, quand une loi arrive, quand une loi comme ça, structurelle, au point qu'elle modifie la nature même de l'homme, eh bien, elle arrive comme la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que les esprits ont été préparés par ce qui est métapolitique ou même infrapolitique. Ça a été préparé par un conditionnement culturel, éducatif, et l'école a là un rôle évidemment important. Et ce qui fait que quand la société est prête, eh bien, la loi est dégainée et ça passe, parce que la société est prête. Et Emmanuel Macron, c'est un langage auquel il fait très souvent référence. Il le fait pour l'euthanasie, il l'a fait pour la PMA, il le fera pour la GPA, bien sûr, puisque c'est déjà dans les tuyaux, de dire quand la société sera prête, en fait, eh bien, la loi pourra arriver. Et ce n'est pas pour rien que mon engagement politique aujourd'hui et mon combat principal, c'est sur la défense de la famille traditionnelle. Et quand je dis défense, c'est aussi promotion et valorisation de la famille traditionnelle comme pilier de la société, comme traduction de cette différence et de cette complémentarité entre l'homme et la femme. Pour vous, ce serait quoi un féminisme conservateur ? Ce serait un féminisme de liberté, là où je pense qu'aujourd'hui, le féminisme est une forme de dictature. J'entendais ce matin Brigitte Bardot, qui a quand même été une icône féminine, dire qu'elle ne se reconnaissait absolument plus dans le féminisme. Et je pense que vous en êtes vous aussi les incarnations. Aujourd'hui, on a un féminisme qui nie à la femme sa dimension maternelle. La femme n'a presque plus le droit d'être mère, ou alors c'est uniquement à son détriment. Et vous voyez, ce que je trouve terrible, c'est que la politique familiale qui a été détruite, elle l'a été de deux manières. Elle l'a été, on l'a dit, par la modification de la définition du mariage, mais elle l'a été aussi sur le plan économique et fiscal, c'est-à-dire que toutes les mesures qui avaient été mises en place pour tout simplement que la natalité soit à un niveau suffisant pour le renouvellement des générations,
et pour que la solidarité de la société française fonctionne, hein. On n'oublie pas que les retraites se financent aussi de cette manière-là. Eh bien, tout ça, ça a été cassé. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je pense être, à 50 ans, je pense être dans cette dernière génération de mères de famille qui a eu droit à une vraie politique familiale, en fait. Et qui a pu faire le choix voilà, de s'occuper des enfants dans les 3 premières années de la vie parce que le congé parental le permettait. Là, je pense que tout ça a été détricoté et la mesure certainement la plus vicieuse, c'est celle qui a modifié aussi les règles du jeu du congé parental. C'est-à-dire que le congé parental qui doit être partagé voilà, entre l'homme et la femme, sauf qu'il y a plein de cas dans lesquels ça ne marche pas. Et donc, si vous ne pouvez pas partager avec le père de l'enfant, vous devez reprendre votre travail au bout d'1 an et demi, vous voyez. Et en fait, tout cela a coupé le lien fondamental, particulier aussi, entre la mère et son enfant. Et on est en plein paradoxe, parce qu'on a à côté de ça toutes les études qui ont été faites sur les 1000 premiers jours de l'enfant qui montrent à quel point l'enfant, en fait, quand il grandit dans un contexte où la maman est présente, sur le plan physiologique, biologique, psychologique, etc., c'est une chance qu'on lui donne. Et à côté de ça, toutes les politiques dites familiales ne le permettent plus. Vous voyez. Et en fait, je pense que la grande revendication des femmes aujourd'hui, ce serait la réhabilitation de leur dimension de mère. Non pas parce que je voudrais que toutes les mères soient au foyer. Vous voyez, je ne suis pas dans cet état d'esprit-là. Et moi-même, vous voyez comment, à chaque étape de ma vie, en fait, il y a des ajustements à faire. Mais simplement, là où je suis inquiète, c'est que je me dis qu'on pourrait assez facilement, je pense, refaire une vraie politique familiale sur le plan économique et fiscal. Mais on a tellement bourré le mou des jeunes filles et des jeunes femmes sur le fait que l'enfant était en fait un empêcheur de tourner en rond, celui qui allait empêcher l'épanouissement, que ça ne va pas se réinverser du jour au lendemain. Vous voyez, ça va être plus compliqué parce que ça touche le cœur, en fait. Et donc là, on a un... Vous voyez, moi, je suis allée plusieurs fois au sommet de la démographie en Hongrie, organisé par Viktor Orban, et j'aime bien cette phrase, elle résume bien les choses. Quand il dit la natalité, ce n'est pas que dans nos poches, c'est aussi dans nos têtes. Moi, je rajouterais, c'est aussi dans nos cœurs, vous voyez. Parce que quand vous voyez le décalage entre le nombre d'enfants souhaités par les couples et le nombre d'enfants réalisés, il y a un écart et on se dit comment on fait pour ajuster ça, quoi. Il me semble d'ailleurs qu'il avait une politique familiale où à partir du 2e enfant, pour les femmes, il n'y a plus d'impôts. Il me semble que j'ai lu quelque chose comme ça. Une politique fiscale très avantageuse, des aides aussi pour acheter une voiture, pour avoir des crédits pour se loger. Et c'est vrai que le logement aujourd'hui, alors évidemment particulièrement en région parisienne et dans les métropoles, mais je pense que c'est vrai, ça commence à devenir vrai aussi en province, le logement pour les familles est un vrai frein à l'accroissement d'une famille. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur cette chaîne, on vous en remercie vraiment. Et si vous voulez nous aider à faire grandir cette chaîne, à diffuser ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à liker cette vidéo, c'est super important. Et puis à vous abonner évidemment à cette chaîne. Produire ces vidéos féministes a un coût, c'est pourquoi vous pouvez nous venir en aide en nous faisant un don sur le lien en description ci-dessous. Merci beaucoup. Quelle est la place de la beauté dans la pensée conservatrice? Roger Scruton, que vous avez rencontré et cité précédemment, a écrit un livre qui s'appelle Beauty. Moi, c'est une question qui me semble largement insuffisamment pensée en politique. Est-ce que vous avez une réflexion sur ce sujet? Alors, j'ai une réflexion qui m'est venue lorsque j'étais conseiller départemental donc, dans les Yvelines. Je siégeais dans une instance d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, les CAUE. Et parfois on regardait les projets, alors c'était souvent pour des projets d'aménagement de villages ou de communes ou de villes. Et puis un jour, j'ai exprimé mon point de vue en disant vraiment, je trouve que c'est pas beau du tout là, ce qui est proposé.
Et un architecte m'a répondu, mais on ne recherche pas la beauté. Je dis, mais comment ça, vous ne recherchez pas la beauté? Vous êtes architecte et vous ne recherchez pas la beauté? Il me dit, ah non, non, on ne recherche pas la beauté, ça n'est plus un critère, la beauté. Et là, je me suis dit, pourtant, on peut avoir des manières différentes d'évaluer ce qui est beau et ce qui ne l'est pas, mais il y a quand même, là encore, des constantes, des repères, des limites qui ont traversé les âges. Pourquoi, quand on arrive à Versailles, on se dit « waouh, c'est magnifique », l'équilibre, l'harmonie, la proportion, voilà. Et je me suis dit, bon, j'ai sans doute une approche trop classique, mais j'ai quand même été choquée par cela. Et de fait, en discutant avec Roger Scruton d'une politique d'aménagement du territoire qui inclut la beauté, j'ai découvert chez lui quelque chose de passionnant, c'est qu'il considère que l'aménagement d'une ville, c'est un corps vivant. C'est-à-dire que les rues, ce sont des artères, certains bâtiments sont des organes vitaux, les portes et les fenêtres sont les yeux avec lesquels on va rentrer ou sortir. Et il dit toujours, ça je trouve que c'est vraiment important, il dit c'est la politique de la proximité, c'est-à-dire que finalement, l'attachement que nous avons, c'est l'attachement à un lieu, et donc ce lieu auquel on est attaché, en fait, on en prend soin, tout simplement. Vous voyez là la différence d'approche avec les écologistes qui vont nous parler matin, midi et soir du soin de la planète. Mais la planète, c'est quoi? Vous voyez, c'est quelque chose de complètement éthéré, c'est pas notre vie de tous les jours. Prendre soin de ce qui nous entoure, l'attachement à la nature, il commence là. Et cette politique de la proximité, en fait, elle est en plus gage de réussite. Quand vous savez en fait l'importance que ça a pour la survie du bâtiment dans lequel vous habitez, pour l'écosystème paysager qui vous entoure. Évidemment que vous êtes beaucoup plus intéressé, que vous en prenez soin et que vous cherchez des méthodes efficaces qui ne coûtent pas trop cher, etc. Vous êtes dans une vraie approche, là encore, réaliste. Voyez, là où les écolos nous vendent un pacte vert, un Green Deal, complètement inaccessible, inatteignable, qui d'ailleurs est en train petit à petit d'être détricoté parce que tout simplement on se rend compte que les objectifs fixés coûtent très cher, ne permettent pas d'atteindre la neutralité carbone demandée, qu'au passage il y a plein de pays dans le monde, à commencer par les plus grands, les États-Unis, l'Inde, l'Iran, la Chine, etc., la Russie, qui ne sont pas embarqués dans cet objectif. Et que donc, en fait, on pourra se saigner, on pourra dire aux gens, maintenant c'est fini, vous retournez dans la caverne et puis vous pédalez pour avoir de l'électricité. Ça ne marchera jamais, vous voyez. Et là encore, la droite a déserté, je pense, à tort, ce soin de la nature. Évidemment, la nature ayant horreur du vide, eh bien d'autres s'en sont emparés avec leur vision, qui pour moi est une idéologie, mais qui de fait aujourd'hui vient nous poser cette question fondamentale. Est-ce que vous voulez continuer à vous développer ou est-ce que pour sauver l'environnement, vous acceptez de retourner dans la caverne? Finalement, à les entendre, on n'a plus que cette alternative-là. Et puis la question de la beauté, évidemment, complètement accessoire, puisque ça ne les dérange évidemment pas d'aller mettre des éoliennes sur des côtes. Voyez, et donc tout est lié. L'économie, l'écologie et la beauté. Et je pense que ce n'est pas en faisant l'impasse sur la beauté qu'on réussira à faire se réconcilier l'écologie et l'économie. Et puis pour moi, la beauté aussi, c'est très important pour limiter la délinquance. Alors ça peut paraître très bête, c'est-à-dire qu'il y a des environnements qui sont fondamentalement moches. Oui. Il y a une France des ronds-points dégueulasses, il y a une France des cités qui sont affreuses pour les yeux. Et tout ça, ça crée des environnements extrêmement violents. Et ça, moi, je trouve ça extrêmement grave que ce ne soit pas pris en considération. Et effectivement, du coup, ce que vous dites m'intéresse. Oui, mais c'est très vrai. Et ce n'est pas pour rien, vous voyez, que par exemple, les ronds-points ont été conçus pour contourner en fait, les centres-villes.
n'oublions pas qu'ils ont été les lieux de rencontre des Gilets jaunes. En fait, paradoxalement, ce qui avait été conçu pour éloigner, pour créer la distance, est devenu le lieu de la rencontre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on traverse tous ces alentours de villes, avec des centres commerciaux sous forme de hangars en enfilade, c'est désespérant en fait. Mais c'est parce que la beauté est souvent opposée, ou en tout cas ça s'est traduit comme ça dans l'aménagement du territoire, à l'efficacité et à la productivité. Parce que la beauté finalement c'est ce qui va échapper à la valeur marchande. Vous voyez. Et donc si on suit Tocqueville, qui nous dit justement qu'une des manières de se réintéresser au bien commun, c'est aussi de considérer que tout ne peut pas être vu sous l'angle uniquement matériel, eh bien de réinsuffler cette dimension spirituelle de la beauté. Bah oui, peut-être que ça sert à rien, mais en fait ça fait du bien. Et donc par conséquent, ça sert. Et donc ça sert, exactement. Alors une écologie conservatrice, ça consisterait en quoi? Est-ce qu'on parle de parcs nationaux? Enfin, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Alors je pense qu'il faut surtout tenir un mot-clé dans une écologie conservatrice, c'est la cohérence. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, d'un côté, vouloir sauver des écosystèmes, des animaux, prendre soin de l'environnement, et puis dire qu'un homme et une femme, c'est la même chose, ou que c'est interchangeable. Enfin, ça paraît quand même dingue de se dire qu'aujourd'hui, l'espèce humaine serait la première à être menacée. Donc je pense qu'il faut réhabiliter cette harmonie entre l'homme et la nature, là où, de fait, la gauche, finalement, je vais le dire comme Roger Scruton, la gauche, avec son petit accent britannique, là où la gauche a en fait opposé l'homme et la nature au point que finalement, pour que la nature soit préservée, il faudrait évincer l'homme. Vous voyez, nous, les conservateurs, nous croyons que l'homme a cette capacité aussi à créer, à inventer des solutions qui permettront justement de préserver l'environnement naturel dans lequel on vit. J'imagine que c'est une objection qu'on vous a souvent faite. D'ailleurs, je crois que vous l'avez mentionné un petit peu avant dans l'entretien, le fait que voilà, quand on se dit conservateur, finalement, c'est une forme d'immobilisme ou de nostalgie du passé. Je suis désolée de vous poser la question parce que voilà, vous avez dû y répondre plein de fois, mais moi, elle m'est quand même venue. Et du coup, quelle est votre réponse? Alors, vous voyez, quand j'ai commencé, j'ai situé le conservatisme comme antithèse du progressisme. Le progressiste, c'est celui qui va considérer que ce sera forcément mieux demain. Voilà. Et que donc on peut se débarrasser de tout le passé parce que le génie humain va forcément inventer des meilleures solutions. Le nostalgique, c'est celui qui va dire à l'inverse, ah bah, c'était quand même mieux hier, c'était quand même mieux à mon époque. Et le conservateur, c'est celui qui va essayer de tenir les deux, c'est-à-dire qui va considérer que nous avons à apprendre de nos ancêtres. Et donc, c'est pour ça que la notion d'héritage est importante. Héritage spirituel, héritage intellectuel, héritage technique, matériel, enfin voilà, tout ce qui a créé cette continuité. Et puis en même temps, cette volonté de faire durer aussi les bonnes choses pour les générations à venir. Et donc, ça veut dire en prendre soin, ça veut dire réparer, ça veut dire restaurer, et puis ça veut dire aussi améliorer. Il y a évidemment encore des choses aujourd'hui qui n'ont pas été explorées, et bien évidemment qu'il ne s'agit pas de dire on va s'arrêter à un temps donné où on va estimer que ce temps est le point d'or d'une civilisation. Bien sûr que non. Et c'est en cela que la dimension traditionnelle, qui est aussi celle du conservatisme, est une dimension vivante, une tradition qui serait, je dirais, poussiéreuse, évidemment qu'elle ne pourrait pas survivre. La tradition, par définition, ce qui se transmet, c'est ce qui vit. Pourquoi est-ce que c'est important de préserver les traditions, les rites, les rituels? Vous savez, je vous ai dit, quand j'ai grandi dans un petit village de 600 habitants, dans les années 80-90,
petit à petit, toutes les traditions de village, les fêtes de village sont tombées, en fait. Plus personne n'a prolongé. Et puis, ceux qui s'y essayaient, c'était les ploucs, quoi. C'était vraiment, mais les bouseux. Enfin, voilà, on nous disait que vraiment, c'était voilà, que c'était du passé, que tout ça, on n'en avait plus rien à faire. Et puis, il y en a qui ont tenu bon. Et aujourd'hui, moi, je vois la génération des 20-30 ans, je les vois s'intéresser à nouveau, alors souvent dans un contexte peut-être de vacances ou de détente, mais aller dans les fêtes de village, retrouver des traditions populaires, faire revivre la gastronomie, des chansons. Vous avez notamment des chorales de jeunes étudiants qui effectivement perpétuent les chants des régions. Vous avez les fêtes votives. Vous avez, en fait, je pense que cette nouvelle, cette génération est en train de redécouvrir en fait ce que la précédente avait voulu abolir. Alors vous allez me dire, c'est souvent comme ça à l'échelle de l'histoire. On voit cette alternance de déconstruction et de reconstruction. Et ça, je trouve que c'est un beau signe d'espérance dans un monde parfois voilà, sur lequel on pourrait se lamenter, de voir qu'il y a une relève pour réaffirmer tout simplement le poids de ces traditions comme le signe aussi d'une identité. Et la fierté qui va avec, de dire bah oui, je suis français, puis après je suis français né dans telle région qui a telle tradition auquel je suis attachée. Et c'est cette volonté de les rendre vivantes qui, je pense, va aussi nous aider à recréer, je dirais, la fierté d'être français, alors que beaucoup voilà, au nom de l'ouverture à l'autre, nous disent que, ben, en fait, il faudrait oublier ce que nous sommes pour leur faire plus de place. C'est la théorie multiculturaliste, on va dire. En tant que députée européenne, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples très concrets de comment ce conservatisme intervient dans votre travail? Alors, vous savez, j'ai choisi de siéger à la commission Femmes et Égalité des genres. Moi, je dis que c'est le petit laboratoire du wokisme, où on entend beaucoup de dingueries. Mais en fait, je découvre que les conservateurs à l'échelle européenne sont beaucoup plus puissants que je ne le pensais. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cet historique dont je parlais tout à l'heure, qui donne une vision négative du conservatisme. Donc eux, la fierté d'être conservateur, ils l'ont. Moi, Roger Scruton m'avait dit, vous verrez, un jour, être conservateur, ce sera une fierté. J'avais trouvé cette affirmation voilà, pleine d'espoir, mais ça, je le vois vraiment au niveau du Parlement européen. Vous avez les Italiens, vous avez les Polonais, vous avez les Hongrois, vous avez des Espagnols également. Et donc, on peut, des Croates, on peut vraiment, des Roumains, on peut vraiment s'appuyer aussi sur un travail en réseau. Et alors, dans ma commission Femmes et Égalité des genres, c'est pas une mince affaire, parce que quand je dis que c'est un laboratoire, je vais vous dire pourquoi. Siège dans cette commission une femme qui s'appelle Irene Montero, qui est une ancienne ministre de la gauche espagnole, qui, si vous allez sur Internet, vous le verrez, prône des relations sexuelles consenties entre enfants et adultes. Voilà. Ce courant de l'infantisme, il va falloir s'y intéresser de très près, parce que je pense que c'est la prochaine étape. Et ça peut paraître fou que je dise ça aujourd'hui, mais vous savez, il y a 25 ans, j'étais toute jeune mariée, et ma belle-mère me disait, Laurence, il faut que tu lises Judith Butler. Tu sais, elle parle de la théorie du genre. Alors je dis, oui, enfin bon, ça paraît quand même un peu fou de se dire qu'un jour, on arriverait à imaginer, à concevoir, à légaliser une déclinaison de la théorie du genre avec une indifférenciation des sexes, etc. Franchement, non, c'est quand même pas que de la construction culturelle, tout ça. Puis elle revenait vraiment souvent à la charge. Hein. Je disais à mon mari, bon, ta maman, elle est gentille, mais enfin, bon, ça va avec sa Judith Butler, quoi. Bah oui, mais sauf que moins de 25 ans après, elle avait raison.
Et donc, ce qui se dit aujourd'hui comme ça, de manière feutrée, où on imagine que certainement ça n'arrivera pas, ou d'autres nous disent « ah là là, attention, complotisme », eh bien malheureusement, on sait que ça peut arriver. On sait que ça peut arriver. Et c'est pour ça que cette audace qu'a la gauche à affirmer des choses qui sont fausses, moi je dis souvent, le bon sens qu'on défend quand on dit qu'un homme et une femme, c'est pas pareil, c'est exactement le même bon sens que quand on dit 2 plus 2 fait 4, font 4, vous voyez. Et donc, il faut que nous aussi, on ait cette audace. Et la force au niveau européen, c'est que justement, on peut s'appuyer sur les pays dans lesquels les conservateurs sont suffisamment puissants pour qu'on fasse contrepoids. Et cette commission qui existe depuis une dizaine d'années, c'est la première fois dans cette mandature que nous réussissons, alors c'est des petites choses, hein, mais que nous réussissons à faire barrage à des amendements de la gauche et qu'elle est mise en minorité parce que quand les conservateurs s'unissent, au-delà de leurs appartenances partisanes respectives, au-delà même de leurs groupes qui souvent sont différents, hein, eh bien, ils réussissent à faire barrage à ces dingueries de la gauche. Par exemple, vous avez un exemple particulier ? Alors, est-ce que j'ai un exemple particulier? Tout ce qui va toucher, ce qui va être très lié à la... C'est l'angle souvent intéressant, à la souveraineté des États, puisque vous savez que normalement, la Commission européenne n'a pas compétence pour statuer sur des législations qui touchent à l'avortement, qui touchent justement à la politique familiale, qui touchent aux politiques LGBT, etc. Ça doit rester du ressort des États membres. Et donc, dans cette commission femmes, eh bien, quand nous sommes tous d'accord, les conservateurs, pour dire, indépendamment finalement du sujet de fond, ça ne relève pas des compétences de l'Union européenne, vous ne pouvez pas empêcher la Hongrie ou la Pologne de décider que, en fait, il n'y aura pas de propagande LGBT dans leur pays, vous n'avez pas le droit de leur imposer de force qu'elles le fassent. Et ça commence à trouver un écho, justement parce que en défendant, vous voyez, tout est lié, en défendant une conception de la personne humaine, on défend aussi une manière d'être au monde. On défend aussi le droit des peuples à décider d'eux-mêmes. Et donc à ne pas se faire imposer par des législations supranationales, souvent empreintes d'idéologie d'ailleurs, ce que chacun a le droit de dire ou de penser. Et vous savez, moi, je me souviens d'un débat un peu houleux où justement j'expliquais que nous n'avions pas à interférer dans le droit des Polonais à définir la politique liée à l'avortement. Manon Aubry me donne ce qu'on appelle un carton bleu, c'est-à-dire qu'elle a 30 secondes pour m'opposer une objection, et j'ai 30 secondes pour lui répondre. Et tout simplement, j'ai répondu, mais en fait, qui êtes-vous? Et au nom de quoi allez-vous dire à un peuple qui s'est libéré du communisme ce qu'ils ont le droit de penser, de faire, de voter, de dire, voyez. Et cette liberté dont je disais au point de départ qu'elle pouvait être menacée par une forme d'égalitarisme, et ben là, on a un exemple très concret. C'est-à-dire que parce que cette idéologie voudrait que tout le monde soit pareil, que tout le monde pense la même chose, que tout le monde vote les mêmes lois, eh bien, on ne laisse plus à chaque pays la liberté de décider de ses propres orientations et de sa vision de la société et de sa vision de l'homme avec un grand H. Dans ce cas-là, si on suit votre raisonnement jusqu'au bout, ça signifie que vous n'êtes donc pas universaliste. L'universalisme, c'est un courant quoi, du féminisme. Voilà, ça signifie aussi que... qui est-on pour aller dire en Iran, en Afghanistan, non, en fait, c'est contraire à la dignité humaine de voiler les femmes intégralement, finalement, chacun chez soi, chacun ses traditions, ils vivent bien comme ils veulent. On n'a pas à imposer sa propre définition de ce qu'est la dignité humaine au reste du monde. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? C'est toujours très compliqué parce que, de fait, nous, nos critères, ils sont définis à la lumière de notre civilisation. Une civilisation qui est
cette continuité et je dirais cette harmonie pas toujours facile à trouver entre la culture grecque, la culture latine et la culture chrétienne. Et en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'en revanche, quand d'autres personnes, d'autres civilisations viennent chez nous, eh bien, elles ont à s'adapter à notre culture, à notre manière de vivre, à nos mœurs, si vous voulez. Et aujourd'hui, je pense que, de fait, autour de la question du voile, on n'entend pas, paradoxalement, on n'entend jamais les féministes, vous voyez. Et ça, c'est quand même bizarre. Je ne sais pas comment il faut le comprendre, mais c'est quand même bizarre que une Manon Aubry et une Mathilde Panot vont aller en Pologne dire ce qu'elles pensent de la manière dont les femmes doivent vivre, mais quand des femmes qui arrivent chez nous avec d'autres manières de vivre, qui de fait pourraient quand même les interpeller par rapport à ce que moi j'appelle l'égale dignité entre l'homme et la femme, ben là on ne les entend plus, voyez. Donc je pense qu'on a quand même ce modèle empreint de notre culture à transmettre et à faire vivre chez nous. Et après, bah évidemment, l'ingérence dans les autres cultures, elle doit être examinée à la lumière des enjeux géopolitiques. Évidemment qu'on a vu qu'à chaque fois que la France allait donner des grandes leçons dans des pays africains ou dans des pays qui vivent sous un régime islamique, par exemple, ça s'est mal terminé. C'est-à-dire qu'il y a une diplomatie. Aujourd'hui, la France a été... les armées françaises ont été chassées de l'Afrique, on va le dire comme ça, parce que du point de vue diplomatique, le gouvernement français n'a pas été à la hauteur, n'a pas su en fait respecter aussi, je dirais, la particularité d'une culture qui est différente. Et dans la diplomatie, dans l'art de la négociation, la connaissance de son interlocuteur est évidemment d'une très grande importance. D'abord pour le respecter, mais aussi pour ne pas être naïf. Et là, moi, j'avoue avoir été vraiment extrêmement choquée de voir Al-Shara, le nouveau président de la Syrie, reçu en grande pompe à l'Élysée, alors même que voilà, les moyens de communication nous ont mis sous le nez des massacres récents voilà, par les hommes incontrôlés de ce nouveau président par intérim de la Syrie. Qu'il y ait des relations diplomatiques avec la Syrie, c'est une chose, mais qu'on reçoive son président sous les ordres de la République à grand renfort de poignées de main et d'accolades et de tapes dans le dos, vous voyez comment la forme, en fait, révèle... je ne sais pas si c'est de la naïveté, si c'est de l'aveuglement volontaire. Voilà, les raisons de cet accueil, en tout cas, sont une insulte à tous ceux qui sont morts au Bataclan, à tous ceux qui sont aujourd'hui prisonniers. Voilà, il y a eu les prisons de Bachar al-Assad, bien sûr, mais les prisons, elles ont été vidées et elles sont à nouveau remplies aujourd'hui voilà, par ce nouveau... pouvoir qui s'est soi-disant affranchi de l'islam radical et qui en fait a des intentions dont on peut douter. Puisqu'on parle d'international, en fait, j'étais en train de me dire dans ma tête tout à l'heure quand vous étiez en train de parler, je me disais, mais finalement, en fait, le conservatisme, c'est un mouvement de pensée qui s'applique très différemment en fonction de la région du monde dans laquelle on vit. Oui. Ça ne veut pas du tout dire la même chose quand on habite en Indonésie qu'en France. Et d'ailleurs, ça, c'était quelque chose que je faisais remarquer à Roger Scruton. Je lui disais, mais en fait, quand on essaye de balayer tous les champs politiques et de les regarder avec cet état d'esprit conservateur, il y a quand même un trou noir, c'est-à-dire qu'on ne voit rien
sur les affaires étrangères, on ne voit rien sur la politique internationale. Et c'est sans doute une des limites du conservatisme, effectivement, parce que quand il me disait la porte d'entrée, c'est la nation, bah, bien évidemment qu'une politique conservatrice se pense à l'échelle de la nation. Et donc, il n'y a pas aujourd'hui de ligne conservatrice en matière de politique internationale. C'est vrai, Ce ça serait n'a pas été élaboré. Ce serait de respecter la volonté de chaque pays, comme vous Exactement, c'est l'avez le dit. principe alors je pense que c'est effectivement le principe du respect de chaque nation, et puis du principe de subsidiarité, qui est aussi un mot alors qui est un peu compliqué, mais qui est cher dans le vocabulaire conservateur, le principe de subsidiarité qui considère que les décisions, plus elles sont prises proches des citoyens, et meilleures elles sont. Et alors, si de fait l'échelle de la commune ne suffit pas, eh bien, on passe à l'échelle supérieure. Mais là où aujourd'hui, vous voyez, et on en parlait à propos de l'Europe, la démarche est plus d'élaborer tout là-haut, puis ça redescend en cascade sans qu'on sache vraiment bien si c'est respectueux des peuples et si c'est adapté surtout et si c'est efficace. Et alors, pour poursuivre cette réflexion-là, donc vous êtes conservatrice en France. Oui. Et là, c'est une question à la femme Oui. que vous êtes, que j'ai envie de poser, et pas à la femme politique. Vous, en France, si vous devez parler de votre cœur, Oui. qu'est-ce qui vous semble urgent? Qu'est-ce que vous avez viscéralement envie, besoin de conserver? J'ai déjà répondu d'une certaine manière. Je pense cet attachement à la famille comme pilier de la société. Je pense que c'est pas pour rien que ceux qui détruisent la société ont commencé par détruire d'abord la famille. Je pense que voilà, chacun de nous a une histoire qui peut être heureuse ou malheureuse. Mais vous voyez, moi, je considère qu'aujourd'hui, on a parlé de la délinquance tout à l'heure, c'est aussi parce que les familles sont défaillantes, et encore une fois, je ne juge pas, il peut y avoir différentes raisons à cette défaillance, mais que les jeunes sont livrés à eux-mêmes, et que de fait, voilà, un arbre qui n'a pas de racines ne peut pas pousser droit, vous voyez. Et on voit quand même, et ça pour le coup ce sont des initiatives à beaucoup plus petite échelle, mais on voit beaucoup dans les communes du soutien à la parentalité. On voit même maintenant de la préparation au mariage civil, parce que vous voyez là, je ne me situe même pas dans une approche religieuse ou spirituelle, hein, mais revenons déjà au fondement de l'engagement du mariage civil, en fait, qui est très très fort. Vous savez, on ne parle pas d'amour à la mairie, on n'en parle pas du tout. Et c'est pour ça que quand il s'agissait de légiférer sur le mariage entre personnes de même sexe, souvent l'argument qui était donné, c'était on veut que notre amour soit reconnu. Voilà. Bah, sauf que l'amour n'est pas reconnu à la mairie, quelle que soit la configuration des mariés. C'est un engagement de solidarité, c'est un engagement de protection mutuelle, c'est un engagement par rapport au cadre donné pour élever les enfants, donc un engagement de responsabilité. C'est pas du tout cuicui les petits oiseaux, le texte qui est lu par le maire au moment du mariage. Et de fait, je trouve que c'est une excellente initiative que certains maires mettent ça en place dans leur commune, parce que de fait, il faut redonner des racines plus profondes à cette cellule de base de la société. Et on l'appelle cellule de base, c'est pas pour rien, quoi. Vous ne pensez pas qu'il est possible que la forme de ce que peut être une famille puisse évoluer Elle évolue de fait par le temps. C'est-à-dire que à l'échelle d'une vie, évidemment, on apprend aussi de nos erreurs en tant que parents. Donc, une vie de couple et une vie de famille évoluent forcément. Après, le mari... Dans le sens où, voilà, enfin... Le mariage a été conçu... Deux femmes ensemble, une femme toute seule. Mais en fait, vous savez, l'enjeu, c'est pas tellement de savoir si elles vont être capables d'éduquer ou d'aimer l'enfant en question. En fait, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que le mariage a été conçu comme une institution qui donne à la nation la stabilité pour durer. Voilà.
C'est qu'après, il y ait d'autres formes de vie. J'ai envie de dire, il y en a toujours eu, mais ça n'est pas constitutif de l'organisation d'une société, tout simplement parce que le mariage qui a aussi cet objectif de transmettre la vie et donc de faire durer les générations, eh bien, voilà, c'est forcément, enfin, un enfant est forcément conçu avec du matériel génétique homme et du matériel génétique femme. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Voilà. Donc je pense que ça, c'est vraiment, capital dans l'organisation de la société. Et puis après, voilà, l'arbre pousse. De temps en temps, il pousse de travers, mais c'est aussi ce rôle éducatif, en fait, de guider, de transmettre, et ça se fait aussi sur des, c'est ce que je disais, sur des principes, sur des valeurs que nous avons reçues et que nous transmettons, et puis que chacun de nous teste aussi d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est ça aussi, éduquer un enfant, c'est pas lui mettre un tuteur dans le dos, vous voyez, parce que l'enfant, il apprend aussi de ses pas de côté, mais ce qui est important, c'est de ne pas taire les repères au motif qu'ils seraient gênants. Vous voyez, après, il en fait ce qu'il veut. Mais si vous n'êtes pas dans la transmission des repères qui ont fait durer une société, c'est du grand n'importe quoi, c'est aussi du relativisme, tout se vaut. Et en fait, si rien n'a de valeur, enfin, si tout a de la valeur, rien n'en a plus. Selon vous, est-ce que les femmes doivent demander justement à revenir à des rapports hommes-femmes plus conservateurs? Est-ce que c'est pas mieux pour les femmes ou est-ce que c'est pire? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il en est là Bien à ce sûr. sujet-là? Mais regardez, c'est là la grande contradiction du féminisme, c'est d'avoir, comment dire, échelonné ou étalonné le critère de réussite de la vie sur des critères qui sont purement masculins. En fait, on va dire de la vie d'une femme qu'elle est réussie si elle a atteint des objectifs qui sont fixés par des hommes. C'est pas vraiment une libération de la femme, en fait. Et donc, il y a une manière de faire les choses qui est plus féminine ou plus masculine. Ça ne veut pas dire que l'une est supérieure à l'autre, voyez. Et à commencer par cette capacité qu'a la femme à porter l'enfant et à le mettre au monde et à avoir avec lui un lien charnel, n'en déplaise à Simone de Beauvoir, que personne ne pourra lui ravir. Et il faut laisser à la femme ce temps-là, qui est, je dirais, ce que les hommes n'ont pas. Donc s'il y a bien une supériorité de la femme par rapport à l'homme, c'est dans cette capacité de la maternité. Et c'est justement ce qui fait son unicité, ce qui fait sa valeur, ce qui lui donne un prix, voilà, que personne ne pourra lui concurrencer, même ceux qui veulent nous faire croire à des hommes enceints. Pour terminer peut-être sur cette question justement de l'homme enceint, ça fait partie d'une grande mouvance très à la mode actuellement qui est celle du transhumanisme. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez plus largement de, on va dire, des progrès techniques en médecine? Comment est-ce qu'on fait pour les trier? Pour trier ceux qui sont bénéfiques Alors, c'est cette dimension cette distinction qu'il faut faire entre la réparation et l'augmentation. Vous savez, moi j'ai un enfant handicapé à la suite d'un accident de voiture duquel il ne devait pas revenir à la vie parce qu'il a été dans le coma longtemps, paralysé, aveugle, mutique. Bref, cet enfant, j'ai eu le sentiment de le mettre 2 fois au monde, finalement, de le faire naître 2 fois, avec l'aide de la médecine, évidemment, et toutes les rééducations qu'il a encore, parce que c'était en 2017, donc ça fait quand même un bout de temps maintenant, mais toutes les rééducations l'aident à se réparer, vous voyez, à vraiment retrouver au maximum ses capacités, ce qui n'est pas encore le cas, hein, c'est pour ça qu'il reste handicapé. Mais c'est bien autre chose que d'augmenter l'humanité en venant
rendre, par exemple, ou décupler des capacités ou des potentialités qui ne s'exprimeraient pas à l'état naturel. C'est bien autre chose que de vouloir rendre fertile un homme qui, par définition, ou en tout cas de lui donner la possibilité d'un utérus artificiel ou de quelque chose comme ça, vous voyez, on est dans la réparation, on est dans la restauration de quelque chose qui a existé, qui a été abîmé, et qu'il s'agit de stimuler pour retrouver, on va dire, des capacités tout simplement humaines. Dans l'approche de l'augmentation, on est dans le transhumanisme parce qu'en fait, on va au-delà de la nature, c'est-à-dire on repousse des limites. C'est ce qu'on dit quand on veut faire en sorte qu'un homme soit enceint. C'est la même chose si vous imaginez, par exemple, qu'on puisse nous mettre des puces dans le cerveau qui feraient qu'on n'aurait plus besoin de dormir et que, de fait, on pourrait être hyper efficace dans notre travail, mais est-ce que notre travail serait encore humain, en fait? Voilà, donc c'est vraiment cette distinction-là, je pense qu'il faut qu'on la tienne, qu'on la creuse, qu'on l'approfondisse, qu'on la teste, en fait, quand on se pose la question des limites, réparer ou augmenter. Entendu. Laurence Trochu, merci infiniment. Merci Dora et Marguerite. C'était passionnant, on était trop contente de vous recevoir. Ouais, moi aussi. Voilà. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur cette chaîne, on vous en remercie vraiment. Et si vous voulez nous aider à faire grandir cette chaîne, à diffuser ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à liker cette vidéo, c'est super important. Et puis à vous abonner évidemment à cette chaîne. Produire ces vidéos féministes a un coût, c'est pourquoi vous pouvez nous venir en aide en nous faisant un don sur le lien en description ci-dessous. Merci beaucoup.